Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, la thématique de ce webinaire, c'est cancer et travail. Et donc les objectifs de ce webinaire, c'est tout d'abord de vous sensibiliser et de vous apporter une aide concrète. Donc à la fois sur tout ce qui est prévention de la désinsertion professionnelle de vos patients et maintien en emploi de vos patients atteints d'un cancer. Et d'autre part aussi de vous sensibiliser, de vous apporter une aide concrète sur tout ce qui est repérage et déclaration des cancers d'origine professionnelle. Donc en gros, deux thématiques sur les cancers et travail. D'autre part, c'est aussi de vous montrer où trouver des informations pratiques, pratico-pratiques sur justement ces deux thématiques. Donc tout d'abord, quelques mots sur le cyste PACA, du coup que j'anime au sein de l'ORS. Le cyste PACA, c'est un système d'information en santé, travail et environnement en région PACA. C'est un dispositif qui est unique en France et qui a été créé maintenant il y a 20 ans. Il a été créé en 2004. Et donc il a été créé pour plusieurs objectifs, mais notamment de favoriser les échanges entre professionnels de santé et professionnels de la santé au travail, et aussi de sensibiliser les professionnels de santé aux problématiques de santé au travail et de reprise du travail de vos patients. Donc c'est vraiment un outil qui est dédié aux professionnels de santé, de soins de façon assez générale. Et donc c'est un dispositif qui est actuellement financé par l'ARS, par la DRETS-PACA, c'est la cellule régionale du ministère du Travail, mais aussi par la GFIP et le FIP, qui sont des associations de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, du secteur privé pour la GFIP et le FIP pour le secteur public. Donc en gros, quelques mots sur le fonctionnement de ce dispositif-là, qui est derrière le CISTE PACA. Donc c'est un groupe de travail. Donc moi, en tant qu'ORS, j'anime ce groupe de travail qui se réunit à peu près une fois par mois et qui réunit à la fois des professionnels de santé, des professionnels de la santé au travail et de santé publique. Et les travaux de ce groupe de travail permettent alors d'une part d'alimenter un site internet qui s'appelle le CISTE PACA et dont on va vous présenter notamment lors de ce webinaire-là. Et d'autre part, donc voilà, on anime, on enrichit ce site internet. Et d'autre part, on développe, on propose des formations, plutôt des séances d'information, de sensibilisation sur des thématiques santé-travail, donc de façon soit très large, soit plus ciblée, comme on peut le faire aujourd'hui sur les cancers et travail. Voilà, donc vers les professionnels de santé, mais pas que, on l'a ouvert aussi à un plus large public. Le Cystopaca, donc je vais vous le présenter directement sur le site internet pour, euh, voilà, pour vous montrer comment y accéder et le visuel de ce site. Donc vous avez juste à taper sur votre navigateur internet Cystopaca et du coup vous allez tomber sur cette page d'accueil. Et après, vous avez notamment un onglet qui s'appelle Conduite à tenir, où là, on a mis à disposition des fiches conduite à tenir par pathologie, par exposition, par moment de vie. Alors notamment, on y reviendra, mais il y a une fiche du coup sur les cancers, donc on vous présentera notamment. Ce sont des fiches en fait qui aident le professionnel de santé à repérer si voilà, il y a un lien éventuel entre la pathologie de votre patient et une situation de travail ou une des expositions professionnelles de vos patients. Voilà, identifier s'il existe un risque et après, si risque identifié, que faire en tant que professionnel de santé. Ensuite, il y a un onglet déclarer une maladie professionnelle où là, on vous donne des informations sur les rôles de chacun dans cette déclaration maladie professionnelle. Voilà, on vous accompagne dans cette déclaration. Et il y a un onglet maintien dans l'emploi qu'on va vous présenter aussi en partie aujourd'hui, où on a créé des outils d'information, où on a harmonisé, simplifié en fait toutes les informations sur le maintien en emploi, où il y a une richesse d'acteurs, une richesse d'outils. On les a mis dans un outil d'information à travers des schémas synthétiques, voilà, pour que vous ayez un visuel simple d'accès sur cette thématique-là. Alors, il y a un outil d'information qui concerne le régime général, c'est pour pour les salariés du secteur privé, en gros, et travailleurs indépendants. Et puis après, vous avez un outil d'information qui concerne pour les agents de la fonction publique. On y reviendra. Et juste, voilà, pour finir, il y a une boîte à outils où vous allez trouver un annuaire, notamment santé-travail, où on a répertorié notamment tous les services en lien, du coup, avec la santé au travail dans la région PACA. Et vous pouvez trouver, du coup, en filtrant par département, notamment toutes les coordonnées des services de prévention et santé au travail, par exemple du 13, mais aussi les coordonnées
du service social d'assurance maladie du 13 ou de Cap Emploi, etc. Vous avez aussi des cas pratiques où on donne des exemples de cas à traiter en tant que professionnel de soins face à voilà, un patient qui a une problématique qui pourrait avoir un lien avec son travail. On a des cas du coup sur les cancers et les parcours de maintien en emploi ou les cancers d'origine professionnelle. Voilà globalement pour ce qui est le site internet, mais on y reviendra après pour vous montrer un peu plus en détail comment utiliser ce site internet. Voilà, donc c'est un site qui est vivant, on le met à jour régulièrement, enfin voilà, on l'enrichit tous les ans. Il y a à peu près entre 100 et 500 utilisateurs par jour. Donc maintenant, je propose qu'on va scinder du coup ce webinaire en deux. Donc on va commencer par la prévention, la désinsertion professionnelle de vos patients atteints d'un cancer. Voilà, pour vous donner un petit peu des billes sur cette thématique-là. On va commencer par répondre à une question qui vous a été du coup envoyée par votre CPTS lundi sur cette thématique-là. Jessica, du coup, je te laisse peut-être commenter. Oui, tout à fait. Donc en fait, pour ceux qui l'ont vécu, sur le fil annonce de la CPTS, vous avez bien voulu répondre aux 3 jours, 3 questions. Et donc voilà, la question qui vous était posée le premier jour, donc lundi, c'était chaque année, plus de 400 000 personnes apprennent qu'elles ont un cancer, pardon. Selon vous, combien sont en emploi au moment du diagnostic? Donc 20%, 30%, 40% ou 50%. En majorité, vous avez répondu 50% sur le fil WhatsApp. Vous pouvez également proposer des réponses dans le chat. Voilà. Et Virginie va nous révéler La si vous réponse. avez eu raison ou pas. Donc effectivement, alors effectivement, vous avez plutôt eu raison, puisque c'est 40% qui sont en emploi au moment de leur diagnostic de cancer, et aussi une personne sur deux qui a moins de 65 ans, donc qui serait potentiellement en âge de travailler. Donc c'est assez, voilà, c'est un sacré, enfin c'est un pourcentage conséquent, sachant que ce pourcentage pourrait augmenter compte tenu de plusieurs raisons, notamment vieillissement de la population, allongement de la vie professionnelle, usure professionnelle. Et plus globalement aussi, pour vous indiquer des chiffres, en 2019, plus globalement que les cancers, mais plutôt en ce qui concerne les maladies chroniques évolutives, en 2019, il était estimé que 15% de la population active était touchée par une maladie chronique évolutive. Aujourd'hui, en 2025, c'est plutôt estimé à 25%, soit un quart de la population active qui serait touchée par une maladie chronique évolutive. Alors pas forcément à risque de désinsertion professionnelle directe, mais peut-être à court, enfin moyen, long terme. Voilà, envisager des choses et peut-être à risque de désinsertion professionnelle. Pourquoi on vous en parle aujourd'hui en tant que professionnel de santé, du soin? C'est parce que vous avez un rôle central, du coup, dans cette prévention de la désinsertion professionnelle de vos patients, et notamment vers une orientation précoce, voire très précoce, vers les bons acteurs, après, qui sont des acteurs experts et qui vont accompagner votre patient dans ce parcours de maintien en emploi. C'est ce qu'on va faire, ce qu'on va voir finalement aujourd'hui. On va le voir à travers un cas concret pour que voilà, ça soit un peu plus dynamique et voilà, que ça soit un peu plus concret pour vous. Donc, on vous propose de voir un parcours du coup de maintien en emploi d'une dame qui a 45 ans, qui a un cancer du sein, qui a été diagnostiqué il y a presque un an. Elle était alors préparatrice en pharmacie. Elle a subi une chirurgie, puis une chimiothérapie. Donc là, on va vous poser une question. N'hésitez pas à répondre. Du coup, l'idée, c'est que vous puissiez répondre rapidement sur les fils du chat. Donc, selon vous, quand on parlait du travail avec ma patiente atteinte d'un cancer, est-ce que vous attendez que votre patiente vous en parle? Est-ce que vous attendez qu'elle soit guérie ou en rémission? Ou est-ce que vous lui en parlez régulièrement sans forcer le sujet? On laisse quelques secondes du coup. Je vous invite du coup à juste répondre A, B ou C dans le chat. Je sais pas si je peux voir. Ah, ça y est, ça arrive. Vous C'est. avez On dit c'est. Ok. Bon, Dieu Oui, sait. effectivement. Bah, je vais passer la parole à Laurence du coup pour répondre à cette question. Bon, alors effectivement, bon bonjour, hein, tout d'abord, je suis docteur Martinez, je suis médecin du travail. Effectivement, là, alors il n'y a pas de bonne réponse, hein, mais la réponse
serait celle qui serait la plus intéressante au niveau de l'appréhension de la désinsertion professionnelle. Il faut parler le plus tôt possible du médecin du travail et de la reprise au travail à un patient, quelle que soit son problématique santé, mais effectivement même lors d'un cancer, même si la personne est en soins, parce que le but est de pouvoir prendre le temps de réfléchir à la situation et prendre le temps notamment d'évoquer sa situation auprès du médecin du travail qui va pouvoir récupérer tous les éléments médicaux et derrière, on en parlera après de tous les dispositifs, mais avoir le temps aussi de mettre en œuvre les dispositifs qui permettront de revenir dans l'emploi. Hein, donc, pas forcément sur le poste si possible, sur le poste prévu, le poste initial, celui qu'occupait la personne avant de partir en arrêt, si elle est en arrêt. Mais si on n'y arrive pas, de pouvoir trouver des solutions quand même pour rester dans l'emploi. Voilà. Donc, je ne vais pas plus loin parce qu'on va, on va continuer après sur les outils. Du coup, voilà, on va continuer. Oui, juste quelques mots sur le site du Siste PACA aussi. Vous pouvez trouver une fiche éducation thérapeutique qu'on a créée avec notamment le CRES PACA sur travailler avec une maladie chronique. Alors, c'est une fiche qui est plutôt destinée aux animateurs de TP et on donne des exemples de questions à poser justement sur la façon d'aborder la question du travail avec voilà, des patients qui ont des problématiques lourdes, enfin voilà, de reprise du travail, etc. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir cette fiche, ça vous donne des exemples de questions à poser à votre patient pour aborder la question du travail. Ensuite, donc si on revient sur notre cas, donc voilà, vous faites le point avec elle sur son état de santé, elle est en rémission depuis peu. Alors dans ce cas, c'est votre patiente qui vous parle de son travail, enfin de sa reprise du travail. Elle doute de ses capacités physiques et cognitives, même en reprenant un temps partiel thérapeutique, et elle a une grande appréhension par rapport à ses collègues et sa hiérarchie après notamment un an d'arrêt de travail. Donc selon vous, que faire dans un premier temps? Est-ce que vous l'orientez vers le médecin conseil? Est-ce que vous prolongez son arrêt de travail en attendant qu'elle trouve une solution? Est-ce que vous l'orientez vers le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise ou encore est-ce que vous l'orientez vers les assistantes sociales de l'assurance maladie? Pareil, on vous laisse quelques secondes du coup pour répondre dans le chat. Alors, la première réponse est un C, suivi d'un D. Le compte est bon. Qui veut une voyelle? Aider. Du coup, pareil, je te laisse Laurence du coup Ouais. répondre. Bon. Alors bon, il y a toujours pareil, il n'y a jamais de mauvaise réponse. Par contre, il y a des personnes qu'on va pouvoir plus facilement mobiliser que d'autres. Le médecin conseil, non, parce que en fait, on n'a pas accès directement au médecin conseil et c'est plutôt lui qui nous convoque quand il a pris une décision. Et puis en général, il n'y a pas vraiment enfin, il peut y avoir des visites médicales, mais des décisions se prennent souvent sur dossier ou en contact médecin conseil, médecin de soins. Prolonger l'arrêt de travail, ça dépend de est-ce qu'il y a une problématique santé et des soins en cours. Effectivement, on prolonge l'arrêt de travail, mais en soi, juste prolonger l'arrêt de travail sans réfléchir à ce qu'on va faire derrière, ça va pas permettre de trouver la solution. Et le médecin du travail, effectivement, ça serait la solution dans un premier temps, puisque le médecin du travail peut recevoir la personne pendant l'arrêt de travail via une visite de pré-reprise. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le médecin va prendre le temps de prendre connaissance du dossier. Les assistantes sociales de la CARSAT, elles sont aussi mobilisables effectivement directement par les personnes, les salariés. Et donc, de toute façon, qu'on passe par l'un ou par l'autre, le médecin du travail et l'assistante sociale, l'un et l'autre sont en contact. Mais la personne qui a le lien avec l'employeur et qui connaît le poste de travail, ça reste le médecin du travail. Donc, quand on veut parler de retour à l'emploi, on va chercher le médecin du travail. Et effectivement, ce schéma qu'on vous présente, c'est pour vous montrer les acteurs qui vont tourner autour du salarié. Donc l'idée, c'est que on va travailler en coordination autour de la situation du salarié ou du travailleur indépendant. J'en profite là pour faire l'aparté, parce qu'aujourd'hui on parle des salariés, mais sachez que depuis 2021, les employeurs non salariés et les travailleurs indépendants peuvent adhérer à un service de santé au travail et effectivement auront le même accompagnement qu'un salarié. Donc tout ce qu'on vous décline là et qu'on va vous décliner par la suite pourrait être mis en place pour un travailleur indépendant ou un employeur non salarié. Donc vous, professionnels de santé, vous pourriez avoir accès à ça. Donc effectivement, on a des acteurs qui tournent autour du salarié.
Donc le monde de l'entreprise, l'employeur fait partie des acteurs qui aident à mettre en place les actions de prévention de la désinsertion professionnelle et les outils de maintien en emploi. Dans le secteur du soin, vous allez avoir les médecins traitants, les médecins de soins, les infirmiers, kinés, etc. Tout le professionnel de santé qui tourne autour du salarié. Le côté assurance maladie, eh bien, on va avoir dedans notamment le service social de la CARSAT et les médecins conseils qui vont nous aider à mobiliser des outils pendant l'arrêt de travail tels que l'essai encadré, le temps partiel thérapeutique ou autre. Et vous avez des experts de la compensation du handicap. Donc là, quand on a une reconnaissance travailleur handicapé, effectivement, on peut faire appel à ces experts tels que Cap Emploi, la GFIP, pour notamment des aides financières et des aménagements. Et le médecin du travail, lui, il va être conseiller de l'entreprise du salarié et en coordination avec toutes ces personnes-là et peut mobiliser effectivement tous ces acteurs au besoin et au fur et à mesure de l'accompagnement de la personne. Voilà. Ouais, Voilà, ça, c'est pour revenir sur la visite de pré-reprise, donc la différence entre pré-reprise et reprise. La visite de pré-reprise, c'est une visite qui se fait pendant l'arrêt de travail, qui est à la main du salarié, du médecin traitant, du médecin conseil ou du médecin du travail. Elle peut se faire dès 30 jours d'arrêt. Et c'est jamais trop tôt pour faire une demande de visite de pré-reprise. C'est pas parce qu'on parle qu'il y a le mot reprise dedans qu'on envisage tout de suite la reprise. L'idée, c'est de poser, de faire connaître sa situation au médecin du travail et d'envisager la suite. Et le médecin, dans ce cas, il va pouvoir expliquer aux salariés tous les outils qui peuvent exister en fonction de la situation, tout ce qui pourrait être mobilisé, et il va y avoir un timing qui va se faire. Et surtout, il va pouvoir y avoir une surveillance et un suivi. Donc, ça veut dire qu'on pourrait faire plusieurs visites pendant un arrêt de travail avant de réellement se poser la question de la reprise. Mais par contre, comme on l'a anticipé, on va pouvoir prévoir une visite de reprise par la suite. Donc, celle de droite, c'est celle qui va remettre le contrat en route. C'est celle où, effectivement, le médecin du travail va poser un avis et va donner des restrictions si besoin, va demander des aménagements de poste, etc. Mais tout aura été préparé en amont par la visite de pré-reprise parce qu'il y aura eu du temps. Le médecin aura pu aller voir l'employeur pour faire l'étude de poste, regarder les conditions de travail et faire des propositions d'aménagement. Et si besoin, débloquer des partenaires, enfin demander l'intervention de partenaires pour la mise en place d'outils un peu spécifiques. Voilà, donc la pré-reprise, il n'y a pas d'avis. Attends, juste avant de passer, la pré-reprise, il n'y a pas d'avis. S'il n'y a pas de prise de décision en temps réel, mais par contre, elle est très importante parce qu'elle permet d'anticiper. Et la visite de reprise, effectivement, c'est celle où il y aura un avis qui sera donné. Bon, je ne précise pas tout ce qui est 8 jours, etc. C'est plus du réglementaire pour l'employeur. Voilà, je crois que c'est toi. Oui, et donc ce schéma, en fait, c'est juste pour reprendre un peu finalement tout ce qu'a dit Laurence, mais de façon chronologique, enfin, vous montrer un parcours de maintien en emploi de façon chronologique pour vous montrer un petit peu le rôle de chacun et les étapes clés selon le temps. Du coup, là, c'est un schéma d'une personne qui est en arrêt de travail long et effectivement, ça vous permet de vous mettre en dynamique, du coup, les différents acteurs du maintien en emploi qui vont accompagner votre patient à un moment donné. Donc effectivement, là, vous voyez en tant que bleu, donc c'est médecin traitant, mais c'est professionnel du soin de façon plus large, ça peut être infirmier, kiné, psychologue, etc. Qui va, du coup, lui, il a vraiment le premier rôle. Le médecin, il va aussi prescrire l'arrêt de travail. Donc c'est lui, c'est les professionnels du soin qui vont suivre votre patient et effectivement vous avez un rôle clé dans l'orientation, ce qu'on a dit avec Laurence, du coup, vers le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise pendant l'arrêt de travail. Il y a d'autres acteurs aussi, il y a le service médical de l'assurance maladie, le médecin conseil, il y a les assistantes sociales de l'assurance maladie qui peuvent accompagner votre patient tout au long de l'arrêt de travail. Sur différents points, et il y a Cap Emploi, lui, qui est plutôt dans l'accompagnement et dans la compensation du handicap. Mais voilà, tous ces acteurs vont après se coordonner et pouvoir mobiliser les différentes aides et dispositifs. Et après, effectivement, le médecin du travail, lui, fait le lien avec l'employeur. Et vous avez la visite de reprise, voilà, qui va remettre le patient dans son emploi avec différentes solutions si besoin.
Voilà, et ces schémas-là, en fait, vous pouvez les retrouver justement sur le site du Site PACA où je vous ai montré l'onglet maintien dans l'emploi, où vous pouvez retrouver du coup ces schémas-là qui deviennent du coup dynamiques, puisque après vous pouvez cliquer sur ces schémas-là et vous allez avoir accès à des fiches très synthétiques sur les rôles de chacun dans le maintien en emploi, comment on peut solliciter par exemple le médecin du travail, qui peut le solliciter, quand, pareil pour médecin conseil, voilà, on clique dessus et puis vous avez une fiche synthétique qui arrive et qui vous donne un peu plus d'informations sur les acteurs et les étapes clés. Maintenant, je vais passer la parole du coup à Jessica qui va vous parler du coup d'une initiative qui a été faite pour votre CPTS. Oui, merci Virginie. En fait, pour nous, professionnels de santé, on peut se retrouver confronté à un patient qui voudrait contacter son service de santé du travail, de médecine du travail, mais qui souvent peut être en froid avec son médecin. Et on avait établi qu'il était compliqué en termes d'éthique que le médecin traitant puisse joindre, ou un professionnel, quel qu'il soit, directement le service de santé au travail. La CPTS en tant qu'association fait le pont en fait pour qu'il n'y ait pas de problématique juridique autour de cette orientation et vous permet quand vous allez sur le site internet de la CPTS dans les adressages rapides vous avez un formulaire d'orientation médecine du travail qui est disponible et en fait qui nous permet de récupérer les coordonnées de la secrétaire du médecin du travail dont dépend le patient. Aujourd'hui, ce n'est possible que pour les organismes du GIMS 13 et de la ISMT 13, pour lesquels nous avons des partenariats actifs. On espère voilà, élargir ces partenariats, notamment sur tout ce qui est couverture du volet BTP, puisqu'on a beaucoup de patients qui sont concernés et qui ont des professions dans le BTP pour 2026. Euh, pour autant, si le patient en fait a besoin d'être orienté et qu'il n'est ni au GIMS ni à la ICMT 13, vous pouvez l'orienter. Il y a un affichage obligatoire normalement sur le lieu de travail des coordonnées du médecin du travail. C'est noté sur sa fiche d'aptitude à l'emploi, donc il doit avoir, en espérant qu'il l'ait conservé. En dernier recours, il peut bien sûr demander au service ressources humaines de son entreprise ou aux représentants du personnel, voire même à ses collègues. Je crois que j'ai rien oublié, Virginie. J'ai vu qu'il y avait une question, est-ce que vous voulez qu'on la prenne maintenant? Ouais, j'ai essayé d'y répondre, mais je sais pas si j'ai été très Ah claire. oui, pardon. Non, mais parce que par écrit, c'est pas ça me faire passer donc peut-être qu'on peut la prendre effectivement. Alors je pense qu'il manque à une pré-reprise à mon avis. Je sais pas, c'est Carole qui posait la question. La question, c'est pas justement la pré-reprise, c'est une fois que le patient il reprend, son arrêt de travail est terminé, il y a 8 jours pour voir le patient. Mmh. Pendant ces 8 jours, mes patients ils se retrouvent à devoir refaire le même travail qu'ils faisaient avant, alors que parfois ils ont besoin d'adaptation de poste. Et même s'il y a eu une visite de pré-reprise, l'employeur joue pas le jeu. Et donc on se retrouve avec des patients qui se reblessent pendant ces 8 jours. Alors notamment, alors normalement, l'intérêt justement de la pré-reprise, c'est d'avoir préparé cette reprise, justement parce qu'il y a ces fameux 8 jours et qu'entre le moment où l'arrêt se termine et le moment où le médecin de travail peut voir le salarié, effectivement, il y a ce retour à l'emploi. Donc ça veut dire que quand on a un doute sur le fait que le salarié va pouvoir reprendre, il vaut mieux avoir préparé les choses. Après jouer le jeu, le risque pour l'employeur d'un accident du travail, de toute façon, c'est pas, enfin, son but, il est pas d'avoir des accidents du travail. Il faut savoir que ça lui retombe dessus derrière au niveau des cotisations. Effectivement, c'est pour ça qu'il faut la préparer et que malheureusement, il se peut qu'une visite de reprise soit faite et que le salarié reprenne sur le poste sans qu'il ait les capacités de le faire. Dans ce cas-là, il y a des façons aussi mais c'est en accord avec l'employeur, il peut y avoir des congés qui soient payés. L'employeur peut décider de ne pas faire travailler la personne tant qu'il n'a pas vu, tant qu'il ou elle, que la personne n'a pas vu le médecin du travail. Mais dans ce cas-là, il rémunère la personne. Mais effectivement, il peut y avoir, par exemple, dans le doute, je ne fais pas travailler la personne sur son poste parce que je n'ai pas encore l'information du médecin du travail et l'avis qui me dit s'il est apte avec restriction ou inapte. Mais le but, c'est de pas se retrouver dans cette situation. C'est pas c'est pas une bonne situation pour le coup, parce que et le médecin du travail, s'il n'a pas préparé
il n'a pas pu préparer cette reprise. On va se retrouver face au salarié le jour de la reprise sans connaître la situation. On va prendre en compte la situation le jour J. Au milieu d'une vacation, on va devoir décider de tel ou tel aménagement en espérant qu'il connaisse l'entreprise suffisamment. Donc, il a une idée de ce qu'il peut faire. Quand il ne connaît pas l'entreprise, il va mettre peut-être des restrictions et il n'aura pas le temps, en l'instant T, de pouvoir appeler l'employeur pour vérifier qu'effectivement, ce qu'il propose va pouvoir être mis en place. Donc, l'idée, c'est de se retrouver, de pas se retrouver dans cette situation et d'avoir anticipé tout ça. Du coup, on va continuer, si c'est OK, du coup. Euh, on va reprendre notre cas. Euh, Est-ce qu'il est possible, selon vous, de mobiliser des aides, dispositifs, formations pendant l'arrêt de travail de ma patiente? Oui, non, je ne sais pas. Euh, on vous laisse du coup répondre. On va voir si vous avez un peu suivi du coup aussi. Donc effectivement, c'est oui, 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 c'est possible. Il y a des outils, il y a des dispositifs qui sont mobilisables pendant l'arrêt de travail à différents moments selon le statut de votre patient. Notamment pendant l'arrêt de travail, du coup, ça va se faire dans le cadre de la visite de pré-reprise, comme vous l'a présenté Laurence. Voilà, ça peut être aussi la demande de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé qui va pouvoir après débloquer un certain nombre d'aides organisationnelles, humaines, financières, etc. Il y a d'autres aides, on vous donne quelques exemples parce qu'on va en parler juste après. Il y a notamment un essai encadré qui est possible pendant l'arrêt de travail, des bilans de compétences. Il y a des outils aussi à mobiliser au moment de la reprise, comme le temps partiel thérapeutique, des aménagements de poste, etc. Alors effectivement, l'idée c'est pas que vous connaissiez tout, c'est pas du tout votre rôle, mais voilà, c'est d'orienter votre patient le plus précocement possible justement vers les acteurs experts qui après eux vont pouvoir mobiliser et coordonner toutes ces aides et dispositifs. Après, si vous voulez aller un peu plus loin, sur le site du Sistepaca, vous pouvez retrouver du coup ce tableau-là dans l'onglet maintien en emploi. Du coup, dans le cas des outils, vous avez donc ce tableau-là où on a répertorié en fait toutes les aides et dispositifs mobilisables selon le statut du patient. Par exemple, dans la case orange, vous allez retrouver, donc si vous voulez télécharger le tableau, vous allez retrouver un tableau qui répertorie toutes les aides et dispositifs mobilisables pendant l'arrêt de travail de votre patient. Toujours de façon très simplifiée où on va décrire très rapidement l'aide, comment la mobiliser, qui peut la demander, comment la demander, etc. Voilà, donc il y a différentes aides à différents moments et voilà, pas à tout connaître, mais savoir qu'il en existe un certain nombre. Donc là, je vais passer la parole du coup à Laurence. Alors l'idée, effectivement, ça va peut-être vous paraître un petit peu complexe, mais l'idée, c'était de vous montrer, de vous donner un exemple d'un parcours de maintien en emploi, donc avec notre dame, et de vous montrer un petit peu la coordination des différents acteurs et voilà ce qui avait pu être mis en place pour cette dame-là. Oui, donc cette dame, elle a fait sa visite de pré-reprise, elle a rencontré le médecin du travail et le médecin a proposé de mettre en place un essai encadré pendant l'arrêt. Alors, un essai encadré, c'est une mise en situation pendant l'arrêt de travail sur le poste qui est visé à la reprise. Donc, ça peut être le poste initial, donc celui qu'occupait la personne avant de partir en arrêt. Ça peut être sur un poste en interne dans l'entreprise sur lequel pourra être reclassée la salariée, ou c'est un poste à l'extérieur dans une autre entreprise totalement ailleurs parce que, par exemple, on aurait considéré qu'il n'y avait pas de possibilité de retour à l'ancien poste et qu'il n'y avait pas de reclassement en interne possible. On peut aller faire un essai ailleurs. Cet essai encadré va durer 14 jours. Il peut être mobilisable. Donc, dans l'idée, c'est de se mettre en situation. Mais l'avantage qu'a l'essai, c'est que la personne étant en arrêt, on est sur un test. Il n'y a pas de... l'employeur s'est organisé normalement, il est censé avoir remplacé la personne pendant son arrêt, et le salarié qui revient sur ce poste en essai encadré va être là en plus. L'idée, c'est de le mettre en situation par contre, c'est de vérifier que à la reprise, il ou elle pourra absolument faire tout ce qui est demandé dans le poste de travail. Donc, est-ce que s'il y a de la manutention pourra être faite, vérifier l'organisation du travail, vérifier s'il y a besoin de formation, etc. Quand on détecte qu'il va y avoir un écart, ça nous permettra de déterminer s'il y a besoin d'un aménagement technique
Donc, par exemple, une aide à la manutention. S'il y a besoin d'un aménagement organisationnel, par exemple une baisse du temps de travail, la mise en place derrière d'un temps partiel thérapeutique ou enfin dans un premier temps ça peut être ça, et s'il y a besoin d'une aide humaine. Et l'intérêt c'est que comme on est toujours en arrêt de travail, quand cet essai se termine, il y a un bilan déjà qui est fait avec la préconisation de tout ce qu'il faudrait faire pour que la personne puisse reprendre dans des bonnes conditions, et on a encore du temps pour mettre en place justement toutes les mesures qui ont été proposées par le médecin de travail et l'équipe et éventuellement les partenaires qui sont venus avec lui sur le site. Donc là, c'est ce qui s'est passé. La personne a fait un essai encadré. Et on se rend compte qu'il va falloir aménager avec un siège adapté, un bureau réglable. Donc ça, c'est les précaux que fait le médecin. Et un temps partiel thérapeutique également. Alors le temps partiel thérapeutique, lui, pour le coup, il y a une reprise du travail. On est toujours en arrêt de travail, mais il y a une partie du temps qui est travaillé et donc où la personne devient productive. Pour ça que c'est intéressant de passer par l'essai encadré où on est à l'entre-deux. Donc le temps partiel thérapeutique, il est pris en charge, donc la partie travaillée est prise en charge par l'employeur au niveau salaire, et le reste du temps, le salarié est toujours en arrêt. Au niveau du temps, on peut partir sur du 50%. L'idée, c'est de faire des paliers pour pouvoir revenir à temps plein. Mais le but du temps partiel thérapeutique, c'est à un moment donné de revenir à temps plein sur le poste. Voilà, donc c'est ce qui a été préconisé et effectivement, c'est ce qui sera mis en place. Pour aider l'employeur à mettre en place cet aménagement, notamment acheter surtout le matériel, la patiente, elle a fait un dossier une demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Et on a pu faire intervenir notamment le partenaire Cap Emploi pour mettre en place les aides de la GFIP et donc une aide financière pour acheter le matériel qui était prévu. Merci. Voilà, donc c'était vraiment pour vous montrer un exemple de parcours. Avant de finaliser cette thématique-là, donc juste on voulait aussi vous présenter un autre schéma d'un patient qui n'est pas forcément en arrêt de travail. Alors effectivement pour les cancers, je pense qu'en général ils sont peut-être dans un arrêt de travail long, mais c'est possible. Il y a certains patients qui souhaitent continuer à travailler avec peut-être des arrêts de travail plutôt courts. Mais voilà, c'est pour vous montrer un parcours de maintien en emploi aussi chez un patient pas en arrêt de travail long, où là aussi les professionnels du soin ont tout un rôle à jouer vers l'orientation précoce, pareil, vers le médecin du travail. Alors ce sera dans le cadre d'une visite à la demande. Et là aussi, donc le médecin du travail va après pouvoir coordonner voilà, les aides ou les aménagements possibles à faire d'horaires, etc., avec l'employeur et les autres partenaires. Donc là aussi, c'est un deuxième schéma que vous pouvez retrouver sur le site du CIFTE PACA. Donc les points clés sur cette thématique-là, donc à retenir, c'est que effectivement, alors à la fois le patient, à la fois l'employeur aussi, et tous les acteurs du maintien en emploi doivent être tous partie prenante. Effectivement, le patient doit être acteur de son parcours de santé, son parcours professionnel également. Les deux clés de réussite, donc c'est une anticipation de la reprise du travail. Là, vous avez un rôle clé à jouer dans l'orientation précoce vers notamment les acteurs ressources et notamment le médecin du travail. Et la coordination, donc anticipation et coordination après de l'ensemble des acteurs pour mobiliser les aides et ressources. Acteurs ressources pour vous, alors à privilégier effectivement le médecin du travail, mais pas que. Il y a aussi des assistantes sociales, des organismes de sécurité sociale, on l'a vu. Il y a Cap Emploi également qui accompagne les personnes en situation de handicap notamment. Il y a le médecin conseil, et puis pour ce qui est du cancer, il y a tout un tissu associatif où il y a pas mal d'associations qui accompagnent maintenant cette thématique-là de maintien en emploi des personnes atteintes de cancer. Donc là, je vous ai donné quelques exemples. Juste un exemple d'une association qui s'appelle CARE 13, qui est dans le 13 du coup, et qui accompagne, sa spécificité, c'est d'accompagner les travailleurs indépendants qui ont un cancer à la base. Alors là, ils l'ont élargi aux maladies chroniques et évolutives, mais accompagner les travailleurs indépendants sur des questions notamment juridiques et financières, ou les travailleurs libéraux, je pense que vous le savez effectivement tous, puisque vous faites en fait notamment partie, mais mettre en premier finalement leur priorité sur leur entreprise plutôt que leur santé. Et du coup, effectivement, CARE 13 met à disposition des bénévoles, avocats, juristes, experts comptables, etc., qui peuvent accompagner les personnes, enfin vos patients atteints d'un cancer étant travailleurs indépendants. Voilà, et puis après, il y en a d'autres, il y a la NIAC, la Ligue contre le cancer.
Donc voilà, on l'a dit, on redit, donc pensez à la visite de pré-reprise en cas d'arrêt de travail, très important, et à la visite à la demande s'il y a en activité. Et puis effectivement, à noter qu'il existe des spécificités selon les régimes sociaux. Vous voyez pas que des salariés du privé, effectivement, il y a aussi des agents de la fonction publique, notamment, ils ont des spécificités. Donc sur le site du site PACA, c'est pour ça, on vous propose du coup un outil d'information à la fois pour le secteur privé, régime général, travailleurs indépendants, et aussi agents de la fonction publique, donc qui ont quelques spécificités également. Voilà pour cette thématique-là. Peut-être on peut prendre quelques questions si vous en avez, puis on bascule sur la deuxième thématique. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions, si vous avez des questions sur cette thématique-là. On t'entend pas, Jessica, si tu... Pardon, Ouais. j'avais pas mon micro, effectivement. Je disais, je pense que vous avez été très très clair et qu'on va pouvoir Allez, on bascule. sur la deuxième partie. Ok, donc maintenant, l'idée, c'est de vous donner un petit peu des billes sur comment repérer et déclarer un cancer d'origine professionnelle de vos patients. Donc tout d'abord, on voulait revenir avec vous, enfin reprendre avec vous une définition pour que ça soit le plus clair possible sur qu'est-ce qu'une maladie professionnelle. Donc selon vous, est-ce qu'une maladie professionnelle, c'est la conséquence d'une exposition temporaire et occasionnelle à un risque pendant le travail, ou alors est la conséquence d'une exposition habituelle et durable à un risque pendant le travail, ou la conséquence d'une exposition solaire et lunaire à un risque pendant le solstice d'été? On vous laisse voilà quelques secondes pour répondre. Donc effectivement, c'est B. Donc c'est maladie professionnelle, c'est vraiment une conséquence d'une exposition durable et habituelle à un risque pendant le travail. Contrairement à l'accident du travail où c'est un accident qui est survenu d'un fait accidentel, mais survenu sur le lieu du travail et pendant les horaires de travail. Aussi, alors une maladie professionnelle, elle peut être reconnue en maladie professionnelle de deux façons, enfin deux circuits différents, mais au final, pour vous, ça change pas grand-chose dans la déclaration maladie professionnelle, mais pour information, donc soit elle figure dans les tableaux de maladies professionnelles qui existent en France, on va revenir dessus très rapidement, ou alors si le cancer ou la pathologie ne rentre pas dans le cadre de ces tableaux de maladies professionnelles, c'est quand même possible de le déclarer. Ça va passer par un autre système et étudié par un comité d'experts. Mais en gros, voilà, si ça passe dans les tableaux de maladies professionnelles, il y a une présomption d'origine professionnelle qui va rentrer en jeu. euh, et qui permet en fait, par exemple, si c'est un cancer, si c'est un mésothéliome chez un de vos patients qui a été exposé pendant des années à l'amiante, mais en parallèle il est aussi gros fumeur, ben, du coup il va quand même, son mésothéliome va pouvoir être reconnu en maladie professionnelle malgré le fait qu'il soit fumeur, puisque voilà, ça fait partie des tableaux de maladies professionnelles et voilà, ça rentre dans tous les critères. Voilà. Contrairement au fait que si le cancer ne rentre pas dans les tableaux de maladies professionnelles, ces facteurs extra-professionnels vont être étudiés. Voilà, c'est vraiment la différence, mais en tout cas, c'est quand même possible de déclarer, même si ça rentre pas dans le cadre des tableaux. Donc là, on vous propose, donc votre CPTS vous a envoyé également une seconde question mardi sur cette thématique-là. Du coup, je laisse la parole à Jessica pour vous donner les réponses. Oui, tout à fait. Donc pareil, vous avez bien joué au petit quiz qu'on vous a posté mardi. Sur la question, selon vous, combien de cancers d'origine professionnelle sont reconnus en maladie professionnelle chaque année? Environ A 10 000, B 5 000, C 2 000. Donc ceux qui n'avaient pas répondu sur le WhatsApp peuvent encore répondre dans le chat. Et la majorité des réponses s'est tournée, en tout cas, sur le 2 000. Est-ce que les adhérents avaient raison? Effectivement, c'est 2000, effectivement, c'est moins de 2000 même, c'est moins de 1800 cancers qui sont reconnus en maladie professionnelle chaque année en France et ce sont principalement des cancers liés à l'amiante. Voilà, juste aussi une information et peut-être un rappel pour vous, mais voilà, on trouvait que c'était important quand même de vous le rappeler. C'est que en fait tout ce qui est accident du travail et maladie professionnelle sont indemnisés par la branche AT-MP de l'assurance maladie, qui est financée par les cotisations des entreprises. Contrairement à la branche maladie de l'assurance maladie, qui elle est financée par les salariés, par la société, etc.
Donc cette sous-estimation des cancers, mais plus globalement des maladies professionnelles aussi, elle a un coût à la société. Et ce coût, il a été estimé en 2024 de cette sous-estimation des cancers à entre 609 et 902 millions d'euros, du coup, qui est pris en charge en grande partie par la branche maladie et non la branche AT-MP. Donc voilà, pour une estimation de cas sous-déclarés qui a été faite par l'assurance maladie, de cas de cancer, qui serait d'origine professionnelle globale, du coup, entre 66 900 et 99 400. Plus globalement, le coût estimé de cette sous-estimation de tout ce qui est AT-MP en 2024, ça a un coût donc entre 2 et 3,8 milliards d'euros, du coup, qui est pris en charge par la branche maladie et non par la branche AT-MP de l'assurance maladie. Et à noter également que la branche AT-MP du coup de l'assurance maladie, c'est la seule branche de l'assurance maladie qui est excédentaire. Voilà, donc ça a un coût pour la société, cette sous-estimation-là. Et effectivement, c'est aussi l'enjeu de vous sensibiliser sur cette thématique-là aujourd'hui. Donc, on va aussi finaliser nos questions qui vous a été envoyées donc hier, cette fois. Et je repasse du coup la parole à Jessica. Merci Virginie. Donc oui, la dernière question, pareil, à choix multiples. Il y avait plusieurs possibilités de réponse que Virginie va nous révéler à la question. Quels sont les intérêts de déclarer une maladie professionnelle pour votre patient? Petit A, donner accès à une prise en charge médico-sociale plus avantageuse. Permettre d'avoir une rente pour le préjudice subi qui se cumule à la retraite de votre patient jusqu'à son décès. Permet d'avoir accès au transport en commun gratuitement en illimité. Donne accès à la Légion d'honneur. Permet d'avoir une reconnaissance sociale et financière du préjudice subi. Alors malheureusement, on avait un nombre de réponses limité. On n'a pas pu vous mettre la D qui est sur le webinaire. Donc évidemment, elle n'a pas été retenue parce que c'était un piège. Du coup, elle apparaissait pas sur le WhatsApp. Mais elle Effectivement. mérite d'être drôle. Donc effectivement, bah après vous avez quand même répondu majoritairement juste. Alors C permet d'avoir accès au transport en commun gratuitement de façon illimitée, a priori non. Mais voilà, c'était A, B et D du coup. Effectivement, donc il y a plusieurs intérêts de déclarer en maladie professionnelle le cancer de vos patients. Donc à la fois pour votre patient, mais aussi pour la société. Alors pour votre patient, effectivement, il y a une reconnaissance tout d'abord sociale du préjudice subi. Il y a une reconnaissance financière, puisqu'il y a une meilleure prise en charge des frais médicaux, des indemnités journalières. Il y a aussi une rente au capital. Alors pour le cancer, ça sera une rente tous les mois qui se cumule au salaire de votre patient s'il est toujours en activité et après à la retraite de votre patient jusqu'à son décès. Voilà, ça peut être aussi une rente pour les ayants droit si malheureusement le patient est décédé. Il y a aussi une possibilité de retraite anticipée, voilà, pour vos patients. Au niveau de la société, alors comme je vous l'ai dit, du coup, le coût imputé de ces maladies professionnelles et notamment des cancers est normalement financé par les cotisations des entreprises de la branche AT-MP et non par la branche maladie. Donc normalement c'est les cotisations des entreprises qui payent du coup ces maladies professionnelles. Et donc implicitement, ça permet de faire avancer la prévention en entreprise, puisque plus les entreprises elles ont des AT-MP, plus elles vont cotiser à cette branche AT-MP. Donc leur objectif, c'est d'avoir le moins de cotisations possible, donc de mettre en place des mesures de prévention pour éviter tout ce qui est accident du travail et maladie professionnelle. Ça permet aussi de faire évoluer tout ce qui est tableau de maladie professionnelle, voilà, même si un rejet, même si ça fait pas partie de leur tableau, ça on rentrera pas en détail, mais voilà, c'est quand même important de pouvoir déclarer en maladie professionnelle, notamment un cancer, même s'il rentre pas dans le cadre des tableaux de maladie professionnelle, ça permet d'enrichir les discussions, voilà, puisque les tableaux de maladie professionnelle, il y en a tous les ans qui sortent, il y a des mises à jour, etc. Donc ensuite, je vais passer la parole à Laurence qui va vous parler de quand et comment repérer l'origine professionnelle éventuelle d'un cancer chez vos patients. Donc, quand est-ce qu'on le recherche? Le plus précocement possible, toujours pareil, dès qu'on a un diagnostic de cancer, il faut toujours vérifier qu'effectivement, il n'y avait pas une origine professionnelle en posant des questions sur le poste de travail. Est-ce qu'il y a eu des expositions à des agents biologiques, à des rayonnements, pas biologiques, excusez-moi, chimiques, à des rayonnements ionisants, etc. Les conditions, est-ce qu'il y avait des protections? On ne va pas vous demander de faire le boulot du médecin du travail, mais voilà, est-ce que globalement, il y avait des conditions de travail qui étaient avec
des mises en place de protection collective individuelle qui paraissaient correctes ou pas. Et effectivement, il faut se poser la question d'un cancer d'origine professionnelle, que la personne soit en activité ou pas, et qu'elle soit, même si elle est en activité, même si au moment où elle est en activité dans l'entreprise actuelle, elle n'est pas exposée à des produits. Puisque, par exemple, dans le cas des cancers, on a un délai de prise en charge qui peut être long et parfois, c'est sur du 20 ans, 30 ans avant que le cancer apparaisse, et qu'effectivement, la personne, soit elle est à la retraite, soit elle a changé de métier, mais elle a été exposée dans le passé à un produit qui aurait pu créer le cancer. Donc, il faut quand même toujours se poser cette question-là. Ensuite, il peut y avoir aussi des documents qui sont donnés. Alors, soit la fiche d'exposition, on peut l'avoir sur l'amiante. Sinon, il y a aussi, quand les personnes sont en surveillance renforcée, ce qu'on appelle des visites post-exposition qui sont faites en fait par les médecins du travail et qui permettent d'établir un état des lieux un état des lieux de ce à quoi le salarié est exposé pendant son activité professionnelle. Et donc là, des documents peuvent circuler du médecin du travail vers le médecin traitant, par exemple. Donc, si jamais il y a un doute, et si jamais vous savez pas, c'est bien de pouvoir aussi orienter vers le médecin du travail qui peut être, quand le salarié est en activité, qui peut être une personne qui peut aider à faire cette recherche-là. Et sinon, il y a aussi le Centre régional de pathologie professionnelle et environnementale qui peut accompagner et faire tout ce travail de bilan historique pour aider le salarié à effectivement s'orienter vers une déclaration de maladie professionnelle. Et quand le salarié n'est plus en activité, qu'il est retraité, vous pouvez aussi vous approcher de ce fameux centre régional pour vous aider à déterminer si oui ou non il faut faire une déclaration de maladie professionnelle. Merci. Du coup, effectivement, là, on va vous montrer plutôt comment trouver des informations justement et comment repérer de façon simplifiée, voilà, s'il existe ou pas un lien entre le cancer de votre patient et la situation de travail de votre patient. Et du coup, l'outil ressource qu'on vous présente, du coup, c'est le CIST-PACA, où là, vous allez trouver un certain nombre d'informations pour vous aider du coup à repérer, à identifier, à accompagner votre patient dans la déclaration d'un cancer d'origine professionnelle. Donc là, voilà, je vous montre un petit peu comment utiliser ce site internet et comment trouver de l'information assez rapidement. Donc, par exemple, voilà, vous êtes face à un patient qui a 67 ans, il a la retraite, il a été diagnostiqué récemment d'un cancer primitif de la vessie. Vous, en tant que professionnel de santé, comment repérer une origine professionnelle? Donc, effectivement, parce que vous n'avez pas forcément le temps de penser à tout ça. Mais voilà, du coup, on vous donne des exemples de questions sur le site du CIST-PACA à poser à votre patient qui a un cancer. Voilà, on vous donne toute une liste d'exemples de questions à poser pour essayer, voilà, d'évaluer s'il existe ou pas potentiellement un lien entre le cancer de votre patient et ses expositions professionnelles passées ou actuelles. Donc voilà, c'est dans la fiche du coup cancer. Donc vous avez l'onglet fiche conduite à tenir et après vous avez des fiches par pathologie. Vous avez une fiche cancer. Et là, donc il y a une page repérer un lien potentiel entre cancer et exposition professionnelle. Et voilà, il y a juste des exemples de questions. Ensuite, comment identifier s'il y a un risque qui est déjà décrit finalement dans les tableaux de maladies professionnelles? Là aussi, l'information, voilà, vous n'allez pas forcément la connaître comme ça, sauf si c'est de nombreux cas que vous voyez dans le cadre de votre consultation. Mais voilà, l'idée aussi là du CIST-PACA, c'est de vous donner à disposition à travers donc les cas de cancer et du coup il y a donc il y a la fiche cancer et puis après on a des pages, on a créé des pages par localisation de cancer. Donc vous avez une page sur les cancers de la vessie. Donc vous cliquez juste sur cancer de la vessie et vous allez trouver ce tableau qui va vous permettre en fait de voir à partir de la situation de travail de votre patient, est-ce qu'il existe ou pas un système de réparation qui est associé, donc un tableau de maladie professionnelle. Donc par exemple, dans le cas de ce monsieur qui a 67 ans, donc après l'avoir interrogé, il vous dit, j'ai travaillé plusieurs années dans l'industrie chimique et notamment dans la fabrication de colorants. Donc voilà, est-ce qu'il existe un risque ou pas de cancer de la vessie décrit pour ces travaux? Donc voilà, vous allez cliquer juste sur la fiche cancer de la vessie et là vous tombez sur ce tableau-là et vous pouvez voir effectivement que l'utilisation de colorants, fabrication de colorants, ça fait partie des situations de travail qui peuvent être concernées. Ça l'a exposé pendant des années à des amines aromatiques et effectivement il existe un tableau de maladies professionnelles.
Et là, vous pouvez cliquer dessus et vous avez accès directement au tableau de maladie professionnelle, du coup, cancer de la vessie et situation de travail de votre patient. Et ensuite, voilà, du coup, une fois que vous avez identifié ce risque-là, comment déclarer une maladie professionnelle, voilà, et notamment un cancer, comment accompagner votre patient dans cette déclaration-là. Donc là, je vais passer la parole à Laurence qui va vous expliquer un peu les rôles de chacun. Du coup, effectivement, le médecin, alors ça peut être médecin traitant, médecin spécialiste, va informer normalement le patient des démarches à faire. Il va remplir un certificat médical initial de lésion sur lequel il va écrire le nom de la pathologie et il va pouvoir le remplir en ligne et le remettre sinon au patient sous format papier. Donc ça, c'est le médecin qui va le faire. Alors, toujours pareil, sur le site PACA, vous avez des aides au remplissage SAMI. Il faudra notamment faire attention à la date que vous mettez de première constatation médicale de lésion, qui n'est pas toujours le diagnostic, mais qui peut être une IRM, par exemple, qui aurait été effectuée un peu avant, non, justement, qui aurait pu pas être une IRM qui pose définitivement un diagnostic, mais des symptômes qui, par exemple, auraient été mis en évidence quelques temps avant. Donc là, pas hésiter à utiliser le site pour aller regarder un petit peu comment remplir ce certificat. Et ensuite, c'est le patient qui fait sa déclaration. Et qui va donc pouvoir trouver le formulaire, notamment sur Amélie, qui va remplir donc un formulaire de déclaration maladie professionnelle. Du coup, le secret médical est levé et en fait, l'employeur effectivement a accès au libellé de la pathologie. Donc, c'est bien le patient qui décide de faire ou pas cette déclaration. Il envoie les documents auprès de la caisse d'assurance maladie et il y a quand même un double de ce formulaire qui part chez l'employeur. C'est l'employeur, c'est le salarié qui décide et puis derrière, c'est le médecin conseil qui va statuer sur oui ou non il existe une relation entre l'exposition professionnelle et la pathologie. Et puis, si vraiment, alors, il faut savoir qu'il faut rentrer dans le tableau entre délai de prise en charge, liste limitative ou indicative des expositions et la pathologie. Donc déjà, il faut respecter ce qui est marqué dans le tableau. Dans le cas d'une maladie qui ne pourrait pas être reconnue en première intention via le tableau, le Centre régional de pathologie professionnelle et environnementale lui peut vous aider effectivement à travailler. Il y a une deuxième commission qui pourra retravailler sur cette décision de maladie et d'accord de maladie professionnelle. Donc, il y a une première instance qui décide via le tableau, une deuxième instance, si besoin, qui le fait quand, par exemple, il y a un rejet de la maladie en première intention. Des fois, c'est le délai de prise en charge qui n'est pas pris en compte, c'est-à-dire qu'on a déclaré la maladie trop tard. Et effectivement, le dossier passe dans un comité spécifique. Voilà. Merci. Du coup, voilà, pour finaliser, voilà, quoi retenir par rapport au cancer d'origine professionnelle. Donc, l'idée, c'est que face à un cancer, pensez à interroger de façon assez systématique votre patient sur ses expositions professionnelles actuelles et passées. Pensez du coup aussi, même pour vos patients retraités, et notamment du coup dans le cadre des cancers où le délai de latence peut être parfois très long. Si identification du risque complexe, vous n'êtes pas tout seul, voilà, l'idée c'est aussi de pouvoir orienter vers des acteurs experts, alors le médecin du travail si votre patient est toujours en activité, ou vers le CRPPE, qui est le Centre régional de pathologie professionnelle et environnementale, pour vos patients, si très complexes, mais aussi pour vos patients retraités, ou pour même les patients qui sont pas suivis par des médecins du travail, peut-être comme les travailleurs indépendants notamment. Ensuite, la déclaration d'un cancer en maladie professionnelle. Alors, pour rappel, du coup, pour ce qu'a dit Laurence, du coup, le professionnel de santé, vous informez votre patient comme quoi c'est possible de déclarer son cancer en maladie professionnelle et vous remplissez le certificat médical initial. En parallèle, le patient, du coup, il envoie le formulaire de déclaration en maladie professionnelle à la sécurité sociale. S'il l'envoie pas, du coup, ça va pas déclencher la déclaration maladie professionnelle. Donc c'est vraiment important que les deux envois se fassent de façon parallèle. Et vraiment, le patient, lui, c'est lui qui va acter. C'est une démarche volontaire, donc ça va être le patient qui va décider par cet envoi de déclarer sa maladie en maladie professionnelle. Donc voilà, pensez qu'il y a une existence d'un système de tableau de maladie professionnelle en France avec la présomption d'origine professionnelle, donc ça écarte tous les facteurs de risque extra-professionnels dans cette reconnaissance-là, mais c'est quand même possible de déclarer une maladie professionnelle hors
système de tableau. Et c'est important quand même de le faire pour faire justement évoluer tout ça. Il y a des intérêts pour votre patient, il y a des intérêts pour la société aussi de procéder à la déclaration d'un cancer en maladie professionnelle. Et du coup, pensez aussi du CIST-PACA qui va pouvoir vous accompagner justement dans ce repérage, dans cette identification de risque, par localisation de cancer notamment, et vous accompagner aussi dans la déclaration maladie professionnelle, puisque c'est pas des choses que vous allez faire tous les jours. Donc effectivement, remplir un certificat médical initial, voilà, si vous avez des doutes, vous pouvez aller sur le site du CIST-PACA et on a une aide au remplissage de ce certificat. Voilà, donc juste pour aller plus loin, si vous le souhaitez, sur les cancers et travail, donc on a mis à disposition un MOOC cancer et travail il y a un petit mois, donc c'est vraiment très récent. On l'a fait avec le CIST PACA, donc l'ORS, avec OncoPACA Corse. Donc voilà, on l'a créé ensemble, ça a été à la demande aussi de l'ARS. Donc on a créé un MOOC qui reprend un peu globalement ce qu'on s'est dit aujourd'hui, mais avec un peu plus de détails. Voilà, il dure 1h30, donc ça reste quand même assez court et c'est possible de le suivre en plusieurs fois. Du coup, vous pouvez faire 30, 30, 30 par exemple. Voilà, donc c'est assez rapide quand même. Si vous voulez aller encore plus loin, il y a un DU cancer, travail et environnement qui existe dans notre région. C'est à Avignon, en présentiel. C'est sur 2 semaines, non consécutives. C'est une semaine puis une semaine. Et puis après, sur le dispositif du CIST PACA, du coup, c'est possible d'organiser via des CPTS et notamment ce qu'on a fait aujourd'hui, des formations, des séances de sensibilisation sur différentes thématiques en santé-travail et aussi depuis peu en santé-environnement également. Voilà, donc si vous voulez avoir un peu plus d'informations plus globales sur ce webinaire-là ou alors sur ces formations-là, vous pouvez me contacter directement. Là, j'ai mis mon adresse mail. Et de toute façon, on mettra à disposition, je pense, le support également. Et voilà, on va peut-être prendre vos questions. Il nous reste quelques peut-être minutes. Et juste, voilà, pour finir, du coup, voilà, on vous a mis à disposition un questionnaire d'évaluation. C'est plus pour nous, c'est très rapide à remplir, moins d'une minute. Mais c'est pour vraiment, voilà, recueillir vos avis sur ce webinaire et aussi sur les thématiques que vous souhaiteriez voir organisées dans votre CPTS. Voilà. Donc, si vous avez des questions, peut-être qu'on peut les prendre, Jessica. Quelques-unes. Oui, alors il n'y a pas de questions pour l'instant, en tout cas dans le chat. Moi, je Ouais. mis le lien du MOOC pour ceux qui seraient intéressés dans le chat directement. Vous avez également le lien vers le petit questionnaire d'évaluation. Et pendant que vous pouvez le remplir pendant qu'on finit, et Carole a une question. Oui, merci. Laisse la main. J'ai une question sur le remplissage pour le patient de la déclaration. J'ai des patients qui ont reçu des questionnaires qui n'ont pas réussi à remplir et qui, et du coup, ils me l'ont envoyé, ou ils sont venus avec en consultation. Et moi-même, j'avais des difficultés à répondre aux questions, notamment sur des maladies professionnelles musculo-squelettiques, où on demandait aux patients s'ils passaient plus de 30% de son temps avec une rotation interne à 30 degrés, des choses, même moi, il fallait que je réfléchisse. Il n'y avait pas de petit dessin pour illustrer. Je ne sais pas comment mes patients peuvent remplir ça seuls. Ça, c'est possible que ça soit dans un second temps. En fait, la première déclaration qu'ils font, le formulaire, c'est vraiment nom, prénom, la maladie et les expositions, les postes qu'il a occupés, de quand à quand. Donc, effectivement, c'est plutôt simple, on va dire. Il faut que le salarié se rappelle, se remémore tout l'historique de son parcours professionnel. Et ça, c'est ça qu'il envoie en première intention. Ce qui a pu se passer là, c'est qu'effectivement, je disais, des fois, ça ne passe pas en première intention. En fait, quand on rentre dans le tableau, quand le délai de prise en charge est respecté, quand la liste, enfin le type de métier est respecté, quand la pathologie est respectée, avec parfois, par exemple, sur des canaux carpiens, il faut avoir un EMG. Effectivement, ça c'est accepté d'emblée. Et ce qui peut se passer, c'est qu'il y a un refus ou que, comme disait Virginie, la pathologie ne soit pas inscrite. Et du coup, il va y avoir un comité expert qui va entrer dans la boucle et qui va venir faire simplement une enquête. Et il va y avoir aussi une enquête auprès du médecin du travail et une enquête auprès de l'employeur. Et c'est là peut-être que les personnes ont reçu ce document et effectivement les 30%, etc. Évidemment que le salarié, il n'a pas mesuré son temps, son temps avec le bras à moitié. Il faut répondre. On a une idée comment ça se passe. Il y a quand même dans ces comités, il y a des médecins. Il y a des médecins aussi, dont médecins du travail, en tout cas représentants santé-travail et médecins inspecteurs en général, qui vont avoir quand même une vision
de ce qu'est le travail et le poste occupé par le salarié, il répond mieux. Après, on n'est pas dans le détail et dans la précision extrême. Si il est en logistique, le bras levé au-dessus de 90 degrés, bah oui, c'est plus de 30% du temps parce que la plupart du temps, il va chercher des objets en hauteur. Donc, après, au pire, vous le réadressez. C'est pareil, réadressez-le vers le médecin du travail s'il y a besoin d'aider à remplir. Il n'y a pas de souci. Je pense que l'idée, c'est d'accompagner le salarié. On n'est pas obligé d'être précis à ce point. Mais si vous avez un doute, renvoyez vers le médecin du travail. Il l'aidera à remplir. En l'occurrence, c'était une femme de ménage qui lavait des vitres et qui avait des tendinopathies de l'épaule. Ah bah oui. Bah alors là, pour le coup, effectivement, alors je sais pas, il faudrait effectivement regarder le cas parce que et regarder ce type de documents. Je les ai pas vu passer moi sur les salariés, mais comprendre pourquoi effectivement elle a reçu ça et effectivement qu'une agent de nettoyage en général, ça passe quand même. Si c'est une lésion, tendinopathie, souvent ça passe. Après, il faut voir si elle avait des faut voir le libellé exact de la pathologie ou autre, faudrait En plus, regarder. il y avait une partie un peu, merci de décrire les mouvements que vous faites et de dire je passe mon temps à nettoyer des fenêtres en hauteur et à porter des seaux sur plusieurs étages. C'est beaucoup plus simple que de dire dans quel angle on tient son bras et Mais oui, c'est sûr. en interne ou en externe. Mais qu'elle le fasse comme ça. Faut faire Oui, mais ce qu'on sait faire. Hein. Faut c'est dire ce pas qu'on ce qu'il y sait faire. avait sur. Ouais, mais C'est pas le cas que je normalement, m'étais demandé, donc. je disais, normalement, le médecin de travail, il est aussi interrogé sur le poste de travail. Normalement, il doit y répondre aussi. Donc, à force, on recoupe les informations entre le salarié, l'employeur et le médecin du travail. Mais Mais du coup, s'il y a un doute, envoyez vers le médecin. le matin du travail, Ouais, je ne sais pas si on l'avait fait ou pas, mais c'est vrai que je ne savais pas vers qui l'adresser pour remplir. Donc, c'est ouais. Il y a Merci. peut-être aussi le médecin conseil aussi, peut-être, ou Le les médecin de conseil actuellement, c'est un compliqué de les avoir. Oui. peu complexe pour avoir des avis et de voir des patients. Donc là, Oui, je pense que je pense pas que ce soit une bonne solution pour, oui. Oui, peut-être le médecin du travail, c'est effectivement le mieux. Oui. même si dans l'idée, ce serait bien. Je vous remercie. Bon, bah, c'est moi qui vais vous remercier maintenant. Hein. Merci beaucoup, mesdames, pour cette expertise. Vous avez été pile poil dans les temps. Super. Bravo. Merci à vous, en tout cas. J'espère que ça a permis de répondre à certaines questions. Et puis, on reste disponible. Hein, n'hésitez pas. Hein, moi, je reste disponible si besoin. Et je pense que Virginie aussi. Des questions Oui, qui arriveraient après coup. oui, et quoi qu'il en soit, voilà, prochainement, vous pourrez aussi accéder, si vous avez des collègues retardataires qui auraient voulu être là et qui n'ont pas pu assister au webinaire, il sera mis en ligne sur la chaîne YouTube de la CPTS très prochainement.